femme est une journaliste camerounaise. Cette femme est détenue en otage en Côte d'Ivoire, à la prison de Maka. Cette femme a travaillé dans plusieurs chaînes, y compris le média d'État. Marie-Pauline Bella, qui a eu la malchance d'avoir un Ivoirien violent, proche d'Alassane Ouattara, et qui a vu son enfant se faire enlever, est presque en train de mourir en prison. J'ai parlé de cette femme dans les dossiers noirs du samedi soir, il y a de cela plus d'un mois. J'ai alerté les autorités camerounaises sur les injustices qui pèsent sur cette dame. J'ai mis au courant l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire qui n'a jamais daigné répondre. Cette dame, je vous montrais comment était son corps, ses pieds. Non seulement elle souffre du zona, mais actuellement, elle est quasiment mourante, en prison. C'est un gardien de prison qui m'a d'abord alerté. Puis il y a un membre éloigné de sa famille. J'ai essayé de prendre le contact et j'ai découvert à travers une connaissance que j'ai demandé d'aller voir, qu'elle ne pouvait même pas recevoir des visites et qu'elle n'avait pas la visite de l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire, ni une assistance. Son enfant a été enlevé. Elle a remporté le procès par rapport à cet homme. Mais comme elle n'est pas dans son pays et que le Cameroun ne défend pas ses ressortissants à travers le monde, elle est donc détenue comme une prisonnière de guerre. Et on se moque d'elle. Ton pays t'a abandonné. Cette femme est abandonnée. Et cette femme est en train certainement de finir comme une bougie. Elle est en train de moisir en prison. Elle est très malade et n'a aucun soin. Les autorités ivoiriennes refusent de lui donner ne serait-ce qu'un traitement. Elle a déjà subi toute forme d'humiliation. Elle a été agressée par des co-détenus. Certificats médicaux à l'appui. Mais on refuse de la libérer sous prétexte qu'après avoir été agressée par un homme violent chez elle, qu'elle aurait cassé une vitre. Ce qui est faux. Une décision de justice avait interdit à cet individu de s'approcher de cette dame. Mais lui, ayant les forces de sécurité à ses pieds et étant convaincu qu'il bénéficie de la protection d'Alassane Ouattara, il a fait qu'on jette cette dame en prison. Je commence une fois de plus. Je recommence une fois de plus à demander à Madame Atabankou, pas Atabankou, Assenonkou. Madame Assenonkou est ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire. Et selon les informations que nous avons, elle a des relations très ambiguës, très compliquées
avec l'ancien partenaire, ou plutôt le père de l'enfant de cette femme qui lui fout toute cette torture. Parce que c'est une torture qu'elle subit. Et l'ambassadrice préfère aller boire avec elle, avec lui. Préfère l'inviter. Préfère le détourner. Et préfère lui dire, elle va rester là-bas. Mesdames et messieurs, face à une telle injustice, c'est là où vous comprenez que chaque fois que je viens m'asseoir ici, pour parler, beaucoup croient que c'est pour moi. Je pourrais aller boire. Dans des bars, je pourrais aller danser. Mais je risque ma vie tout comme je l'ai risqué au Cameroun parce que je défendais les faibles. Parce que je dénonçais. J'alertais. C'est ce qui m'a valu la prison au Cameroun. C'est ce qui me vaut la détestation de l'État du Cameroun. C'est ce qui m'a valu les humiliations. Je n'ai pas besoin qu'elle soit dans l'opposition, puisqu'elle n'y est pas. Mais juste un élan de cœur. Juste alerter à tout ce monde qu'on ne peut pas laisser quelqu'un mourir gratuitement. On ne peut pas laisser cette femme moisir en prison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en parlant de cette femme, elle n'est pas la seule. Vous avez pu voir ce qui se passe en Ukraine avec les ressortissants camerounais parce qu'ils ont été abandonnés. Il a fallu l'intervention d'un bienfaiteur camerounais, Jérôme Patoro, pour essayer de venir en aide aux Camerounais bloqués en Ukraine. Quel est cet État qui ne s'occupe pas de ses ressortissants à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Quel est ce gouvernement si méchant? Quels sont ces ambassadeurs qui ne servent à rien, absolument rien du tout? Ce sont des ambassades, des consulats du Cameroun, c'est uniquement pour vendre les visas, les passeports, les plus chers du monde, et rien d'autre. Là-bas, vous partez, vous achetez tout en liquide, jamais en chèque, jamais en carte bancaire. Ils prennent cet argent et mettent dans leur poche. C'est des comptoirs de commerce. La situation des Camerounais partout au monde est désespérée. Désespérée également la situation qui prévaut actuellement, pas seulement pour le Cameroun, mais pour le monde entier avec le conflit en Ukraine. Ce conflit, on peut dire, est arrivé à ce qu'on peut dire un petit point mort parce que la Russie a déclaré de façon un peu surprenante un cessez-le-feu provisoire pour faire partir des civils, dont les Africains et surtout les Chinois. Le conflit en Ukraine, quand on est en Afrique, on en rit. Beaucoup disent, attendez, revenez ici, parce que vous serez bombardés là-bas. En Europe, en Occident, nous, on n'est pas concernés. Ils se disent que la guerre ne les concerne pas. Pourtant, même si la guerre ne les concernait pas, leurs frères, leurs oncles, leurs tantes,
chez qui ils demandent des transferts de Western Union, sont ici. Le pire, c'est quoi? C'est que les répercussions de ce conflit seront rudes pour l'Afrique. Je m'explique. À l'instant où nous sommes en train de parler de ce conflit qui oppose apparemment seulement la Russie et le monde occidental, les blocs sont en train de se former. L'Afrique fait semblant de jouer à la neutralité. On peut le constater au niveau du vote de la résolution des Nations Unies, où sur les 193 pays que compte l'ONU, 141 ont voté contre la Russie, et bien sûr aussi, il y a 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels 17 pays africains, dont le Cameroun. Avant de revenir sur le cas du Cameroun, je vais d'abord revenir sur le cas global. Les sanctions financières infligées à la Russie, non seulement auront des répercussions, mais aujourd'hui, on peut déjà voir le début de ce que ça va donner. En effet, non seulement la Russie a aussi décidé de ne plus faire surtout que les matchs de la Première Ligue puissent être diffusés en Chine, parce que la Russie est avec la Chine. Mais surtout, la Russie vient de signer un grand accord avec la Chine. Et cet accord se base sur le gaz. Le nouvel accord que la Russie vient de signer donc avec Pékin est la fourniture de 50 milliards de mètres cubes de gaz par an à la Chine. Ce qui veut dire que 75% de certains pays de l'Europe centrale qui dépendent de la Russie au niveau de la fourniture de gaz auront de sérieux ennemis. Ce qui signifie que on ne saura plus, nous qui sommes ici, dans quelle sauce nous serons mangés. Parce que ce contrat ne va pas s'arrêter là. La Russie produit 650 millions de barils de gaz par jour. Donc, au niveau des échanges mondiaux, commerciaux, ça représente un quart. Puisque nous serons donc sevrés, et particulièrement encore en Allemagne ou en Italie, ce sera beaucoup plus sévère, on va donc se retrouver à des prix très élevés. Ça va nous faire mal. Et nous également, quand ça fait mal ici, ça fera mal là-bas. Mais ce n'est pas tout. Puisque la Russie également va former sur le plan financier un autre réseau bancaire dans les jours qui viennent avec la Chine. Le dollar certainement va aussi s'affaiblir, puisque si la Russie sort de là où la Chine et tout ça, on va se retrouver quand même dans une situation un peu trop délicate. Je n'ai pas besoin d'aller sur le plan seulement économique, mais je dis ce qui va se ressentir désormais aussi dans les poches des Africains. Non seulement le coût du pétrole sera élevé, non seulement on aura le gaz qui sera très élevé, mais surtout, on aura un certain nombre de choses telles que les denrées alimentaires qui ne seront plus à la portée de n'importe qui.
La Russie, faut-il le dire, aujourd'hui, représente presque un grenier. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, cela veut dire que, effectivement, les pays africains qui attendent, par exemple, les choses qui viennent d'ici, auront de sérieux problèmes. Parce que le panier de la ménagère va augmenter. Je prends un exemple. La Russie et l'Ukraine représentent, sur le plan mondial, 30% des exportations de blé en Afrique du monde. Et aujourd'hui, en Afrique, le blé venant de la Russie, donc pour faire du pain, pour faire des beignets, pour faire ceci et cela, les pâtes, ce blé, alors que c'était la France qui détenait ce marché à 80%, eh bien ce marché est déjà tombé entre les mains de la Russie qui pourtant a déjà aussi mis presque une sorte d'embargo à élever des prix. Les prix se sont envolés. Le blé va donc faire qu'il y ait une crise de pain. S'il n'y a pas de pain, vous connaissez ce que ça veut dire, comme en 2011 ou en 2008, il y aura des émeutes de la faim. La Russie ou encore même l'Ukraine. L'Ukraine seulement, c'est le premier producteur d'huile de tournesol. Le premier producteur mondial. Actuellement au Cameroun et partout en Afrique, l'huile est presque intouchable. Apprêtez-vous donc à ce que l'huile va augmenter terriblement, sans pour autant oublier que l'Ukraine produit beaucoup d'œufs, beaucoup de poules et aussi des choses comme des pommes de terre. L'Ukraine, je disais, est le grenier de l'Europe dans la mesure où les terres noires ou encore ce qu'on appelle les terres arables, la plus vaste partie ne se retrouve qu'en Ukraine. Et aujourd'hui, la Russie est installée en Ukraine. Ceux qui disent donc que ça ne concerne pas l'Afrique, que ça ne les concerne pas, puisqu'ils n'auront plus tout ça, puisque ce sera très difficile. Et parce que maintenant, la Russie s'est retournée vers la Chine. Mais cependant, la Russie viendra en Afrique pour exploiter les matières premières. La Russie a fait une véritable alliance avec la Chine alors qu'ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas depuis fort longtemps et ils ont été obligés de se mettre ensemble pour essayer de contrer l'Occident. Pour ceux qui, je n'ai pas besoin de rappeler l'histoire, de 60 à 90, de 1960 à 1990, la Russie et la Chine étaient des ennemis. La guerre qui arrive aujourd'hui a été préparée bien avant, puisque déjà même la Russie avait stocké 640 milliards de réserves. Et il faut savoir que pendant les Jeux d'hiver, que nous tous on avait vu, on a vu le président Poutine et Xi Jinping, le président chinois, main dans la main, lançant déjà pratiquement un avertissement à l'Occident et surtout montrant qu'ils allaient faire cette guerre et qu'ils allaient signer de très grands accords. Dans leur façon de fonctionner, et d'ailleurs on peut le constater quand Poutine reçoit Macron, Macron est assis de tel côté du bout de la table, pas de contact, lui loin là-bas. Mais quand il a été aux Jeux d'hiver, aux Jeux olympiques, à Pékin, Poutine non seulement n'avait pas de masque, mais il était côte à côte avec le président chinois. Et c'était pour dire
qu'ils étaient en train d'arriver. La Chine et la Russie sont en Afrique. Les États-Unis sont en Afrique. La France est en Afrique. Cette guerre va se déporter aussi en Afrique, où il y a des intérêts stratosphériques. Il faut donc savoir que dans la géopolitique, quand ça bouillonne de tel côté du monde, il faut savoir que ça va arriver chez vous. Quand on parle du terrorisme, beaucoup n'imaginaient pas que ça allait atteindre l'Afrique subsaharienne. Beaucoup voyaient tout simplement Ben Laden loin là-bas, ou bien c'était en Afghanistan. Beaucoup voyaient après, le terrorisme est arrivé en Libye. Et aujourd'hui, c'est le Mali, c'est la République centrafricaine, c'est le Nigeria, c'est le Cameroun. On est pratiquement à la merci. Et d'ailleurs, quand vous essayez de regarder le dernier classement de Institute of Economics and Peace, un organisme australien qui vient de publier les résultats de l'insécurité à travers le monde en 2022, et ça vient de sortir au mois de mars, le Cameroun a fait un bond terrible. Et même les États africains. Le Cameroun est parti maintenant, est passé devant le Nigeria. Et le Cameroun est déjà le 11e pays le plus atteint par les attentats terroristes. C'est très grave. Rien que Boko Haram, quand on essaie de voir, a déjà fait des dégâts terribles. Et le Cameroun a eu encore une chute, jusqu'à avoir plus d'attentats qu'un grand pays comme le Nigeria. Donc les attentats augmentent au Cameroun, reculent au Nigeria. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est l'Institute of Economics and Peace. C'est eux qui viennent de sortir ce classement. Et ce classement est très dangereux. Parce que les investisseurs étrangers, ils se basent d'abord sur certains classements. Et sur ces classements-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on ne peut pas aller investir ici. Là, c'est dangereux. Parce que les pays les plus dangereux dans ce classement-là, il y a l'Afghanistan, vous le savez, qui est en première position. Il y a l'Irak, il y a la Syrie. Mais sur le plan africain, parmi les 11 premiers, il y a le Cameroun, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso. Le Cameroun vient juste après le Pakistan dans le classement. Mais le classement ne s'arrête pas là. Le classement est encore un indice pour attirer certaines personnes qui vivent de la déstabilisation ou alors qui vivent des guerres. Nos frères du Mali viennent d'être frappés au cœur avec officiellement 27 soldats qui sont tombés. Mais il y a aussi beaucoup de blessés. Le Mali est en insécurité. Le Mali a décrété 3 jours de deuil national. Mais l'alerte est rouge. Elle est maximale au Cameroun. On connaît déjà Boko Haram. On connaît la crise anglophone. Mais Yaoundé de plus en plus est menacée. La capitale politique. Et selon les informations venant de Wagner, c'est-à-dire que cette société de paramilitaires qu'on appelle des mercenaires russes, les informations qui ont été recueillies par l'agence de presse Kappa nous montrent quand même que le Cameroun est la prochaine proie. C'est clair.
Selon Wagner, et selon les notes confidentielles qui ont été découvertes, le Cameroun est déjà noté 8 sur 10. Quand on atteint 8 sur 10, cela veut dire que, bien sûr, la Russie ou bien d'autres institutions paramilitaires et mercenaires peuvent déjà agir. Et ce qui est beaucoup, et ce qui devrait beaucoup encore vous intéresser, c'est que dans son rapport, Wagner met une phrase terrible. Ils disent que le régime peut tomber de façon anticipée. Paul Biya peut partir de façon anticipée. C'est la note de Wagner. C'est pas moi. Vous le savez très bien, lorsque Wagner a écrit que en Guinée, alors qu'ils y étaient déjà presque, que le gouvernement pouvait tomber de façon anticipée, quelques temps après, Alpha Condé, pam, il est parti. On a vu ce qui s'est passé au Mali. On a vu ce qui s'est passé justement aussi au niveau du Burkina Faso. Et Wagner a intérêt actuellement pour que Paul Biya parte. Ceux du régime biamourunais qui applaudissent là, que wow, Poutine, Poutine, moi je dois plutôt dire, vous allez voir ce qui va se passer. Et pourquoi? Parce que Paul Biya a essayé de jongler les Russes. Au vote aux Nations Unies, certains pays ont eu à s'abstenir, oui, mais le Cameroun n'était même pas représenté. C'est pour ça que sur la carte, on met Cameroun noir. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que Paul Biya qui a dit qu'il est le meilleur élève de la France, c'est lui qui l'avait déclaré. C'est lui aujourd'hui qui se lève pour dire qu'il faudrait que la Russie arrête les bombardements, que cela devrait se passer de façon dans le dialogue. En fait, il s'oppose donc à la Russie. On ne peut pas dire que je suis neutre. Et par la suite, on dit, non, je ne veux plus les bombardements. Allez plutôt vous asseoir et tout ça. Et Poutine a pris cela ou prend cela comme une provocation. Parce que Poutine observe aussi tous ces dirigeants qui sont en Afrique. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le courage de s'aligner derrière la France. Parce qu'ils savent que Poutine est là. Et parce qu'ils savent que Poutine est déjà installé un peu partout. Au sommet de Skopje, Paul Biya ne s'était pas rendu. Parce que la France avait fait des pressions sur lui. En disant, tu bouges, on te dégage. Paul Biya n'était donc pas parti. Alors qu'il était attendu par Poutine. Il avait reçu l'invitation. Mais il était le seul dirigeant africain à ne pas aller en Russie. Donc ceux qui applaudissent Poutine, qui est l'ennemi de Paul Biya, je vous le dis qu'il est l'ennemi de Paul Biya. Il faut le savoir. Parce que Paul Biya était prêt à vouloir jongler la France pour signer avec la Russie. Et il a d'ailleurs fait ça. Puisque le 15 avril 2015, le ministre de la Défense de l'époque, qui est actuellement en prison, c'est-à-dire Mbengo, il avait signé des accords au nom de l'État camerounais avec la Russie. C'était des accords militaires qui concernaient la fourniture des équipements militaires, du matériel militaire,
et même des instructeurs qui devaient venir former les officiers de l'armée camerounaise. C'est signé. Maintenant, la France a appelé Paul Biya pour dire qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu veux dire le matériel russe? Ok. Tu sais que c'est nous qui t'avons placé là. Ces accords sont encore valables. Mais Paul Biya ne les a pas appliqués. Puisque, au niveau de la guerre des régions anglophones, il continue à se servir de la France. Donc, il veut danser au tango. Un pied devant, un pied derrière. C'est la danse mafia. Mais le problème, c'est qu'il va tomber dans le piège, ce régime-là. Parce que Poutine, lui, il est pragmatique. Ou tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. Point final. Même Macky Sall, qui est trop pro-français, et qui pourtant est président de l'Union africaine, il a eu à faire une sortie en s'opposant à l'ambassadeur de la Russie à Dakar, en lui disant tu n'as pas à venir recruter les Sénégalais ici et tout et tout et tout. Cela veut dire qu'il prenait déjà fait et cause pour Poutine. Mais Paul Biya, alors qu'il sait très bien ce qui va arriver bientôt, parce que la Russie ne va pas sortir affaiblie, terriblement comme on pouvait espérer, ou pour les Occidentaux pouvaient espérer. La Russie, bien au contraire, s'était déjà prémunie depuis l'invasion de la Crimée en 2014, où elle avait commencé à signer des accords avec la Chine. Et tant que la Chine n'est pas sanctionnée, presque c'est de l'eau qu'on est en train de jeter sur les plumes de la Russie. Donc, derrière la Chine, la Russie fait des affaires. Et maintenant aussi en Afrique, la Russie voudrait avoir ses hommes. Et la Russie est convaincue que Paul Biya n'est pas son homme. Paul Biya est l'homme de la France. Ceux qui disent qu'il a été très intelligent. Non, non, non. Paul Biya est l'homme de la France. Et la France aujourd'hui, elle-même est presque à genoux devant les États-Unis. Parce que, comme j'ai dit, ne serait-ce que le gaz, l'Union européenne va se retrouver affaiblie. Il faudrait que le gaz de schiste vienne des États-Unis. Or, actuellement, le prix du gaz a presque triplé. L'Europe est dépendante du gaz russe. Donc, ils seront obligés, déjà par les sanctions, ils se sanctionnent. Vous regardez un petit pays comme la Belgique, c'est-à-dire qu'ils ont exporté pour 400 milliards de marchandises. Mais bon, finalement, la Russie également a envoyé 700 milliards de marchandises. Mais là, quand ils disent sanctions, mais ça tombe de part et d'autre. La France également a de très grosses entreprises, dont Total, au niveau de la Russie. Ces entreprises vont subir. Mais la guerre va se jouer, comme je le dis, en Afrique, là où il y a les matières premières. Là où la Russie est en train de guetter, là où la Russie est en train de revenir très fort, et où la France, qui risque d'être complètement démunie, ne va pas lâcher, ne peut pas lâcher. Et c'est ça qui va se passer. Tout est en train donc de se reporter après en Afrique. La guerre qui se joue en Ukraine. Poutine a déjà encerclé un certain nombre de choses. Il a déjà prévu, comme les centrales nucléaires en Égypte, il y a des pays qui vont profiter. Des investissements russes, comme le Rwanda, comme l'Éthiopie, comme le Ghana. Mais il y a des pays où tu te demandes, mais ils parlent de la Russie quand tu les vois dans l'Afrique, tu dis, mais qu'est-ce que la Russie a déjà investi au Cameroun? En dehors du petit domaine informatique là, il n'y a rien. Mais la Russie devrait revenir fortement en Afrique. La Russie va donc transporter la guerre en Afrique. Ou bien la Russie, la France, les États-Unis vont se retrouver sur les terres d'Afrique, sur les richesses minières en Afrique. Parce que non seulement vous avez des trucs comme Gazprom, qui sont déjà en Afrique, vous avez
comment, Rosatom, qui est aussi en Afrique, et bien sûr, d'autres structures qui viennent pour exploiter la bauxite, le fer que la Russie adore. Et le Cameroun a actuellement une très bonne réserve de bauxite. Le Cameroun a une très bonne réserve de fer. Le Cameroun est donc la prochaine Ukraine. Ou plutôt, le prochain territoire de Vladimir Poutine, qui, vous le savez, va de pays en pays. Actuellement, il est au niveau de la République centrafricaine, et parce que c'est Touadéra qui l'a appelé. Lorsque vous ne l'appelez pas, il vient de lui-même. Il vient de force. Vous n'avez qu'à revoir. Il a les possibilités. Hein. Beaucoup de gens, quand je vois souvent, ils disent que non, il n'a pas envahi un pays et tout et tout et tout. Il n'y a pas de très gentils, hein. Ni les Occidentaux, ni les Russes. Hein. Il n'a pas envahi. Hein. Allez demander ça à la Hongrie. Allez demander ça à la Tchétchénie. allez demander ça à la Yougoslavie. Allez demander ça, oui, que ce soit même la Crimée. Et au-delà de ça, les anglophones devraient bien applaudir, puisque Vladimir Poutine regarde la situation dans des régions anglophones. Et il a toujours prôné pour la sécession. S'il y a guerre actuellement en Ukraine, avant cela, il faut quand même se dire que le prétexte de Poutine, ce n'est pas seulement l'OTAN. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien est en train de mettre en danger l'indépendance des territoires sécessionnistes de Donetsk et de Luhansk. Dans ces deux territoires, il a dit qu'il doit les protéger. Il protège donc des sécessionnistes. Les anglophones, les amazoniens peuvent bien applaudir. Et d'ailleurs, certaines réunions sont déjà prévues entre de grands leaders anglophones et aussi des maîtres à penser russes. La Russie viendra donc au Cameroun et la Russie ne sera pas là avec Paul Biya. C'est la principale information qu'il faut retenir. Parce que Paul Biya jonglait Poutine. Paul Biya n'a pas honoré les engagements vis-à-vis de Poutine. Paul Biya a dansé sur deux pieds. La France à gauche, la Russie à droite, et surtout son pouvoir reposant sur la France pour avoir de l'influence en Afrique centrale. Le seul boulon qui reste, c'est faire sauter Paul Biya.